porte sur un sujet chaud, la langue de travail. M. Corbet en a fait mention précédemment. Plusieurs rapports sur la langue de travail ont été publiés cette année. D'abord un fascicule produit par l'Office, ensuite une étude de Paul Belland au Conseil supérieur de la langue française, et récemment, mademoiselle en a fait mention il n'y a pas très longtemps, l'étude de Pierre Bouchard publiée à l'occasion du rendez-vous des gens d'affaires et des partenaires socio-économiques. Mais c'est une enquête inattendue qui a soulevé le plus les passions. D'abord inscrite en journalisme à l'Université Concordia, Noé Murchison poursuit par la suite des études en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. C'est après seulement 5 mois de métier comme journaliste qu'elle publie les résultats de son enquête « Sorry, I don't speak French », qui a donné lieu à une polémique et une joute médiatique assez virulente. Tellement que plusieurs ont rejeté les résultats de l'enquête avant même d'en avoir lu les résultats complets et la méthodologie. Alors, c'est de cette fameuse enquête terrain qui manque cruellement dans les milieux académiques, que Mme Murchison vient nous parler aujourd'hui. Le sous-titre de sa conférence sera « Servir les clients à Montréal comme unilingue, est-ce plus facile en français ou en anglais ?» Alors, je vous demande d'accueillir Mme Murchison. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Honnêtement, j'étais un peu intimidée comme, justement, je suis journaliste, pas chercheur, mais je vais essayer de vous présenter le plus clairement possible les résultats, en espérant que ce ne soit pas trop répétitif, comme évidemment ça a déjà été publié. Donc d'abord, c'est une enquête que j'ai réalisée comme journaliste sous la direction de notre directeur de l'information au journal, qui est Georges Kalogerakis, et je voulais le mentionner parce que son influence sur l'enquête et ses indications ont été assez importantes. Bon, j'ai fait ma présentation sur Mac. C'est technique, j'espère que vous allez pouvoir lire. D'abord, je voulais présenter le contexte un peu. L'enquête est venue... En fait, on a eu l'idée dans la salle de rédaction au courant de l'été de l'automne l'année dernière. C'était les 30 ans de la loi 101, on écrivait là-dessus. Et puis, il y a plusieurs personnes, dont moi, il y a des patrons, des gens autour aussi, qui constataient qu'ils avaient l'impression qu'en se promenant à Montréal, qu'en allant faire les courses, ils se faisaient souvent accueillir en anglais. Donc, et qui ne pouvaient pas, dans certains cas, se faire servir en français, même s'ils demandaient. Comme journalistes, j'imagine qu'ils sont un peu plus insistants, puis ils essayaient de se faire servir en français. Moi, je suis parfaitement bilingue. J'ai été à l'école en anglais. J'étais, je pense, peut-être la seule dans la salle de rédaction qui pouvait se faire passer pour une anglophone unilingue. Donc, l'idée, en fait, qui est venue à mes patrons, c'est d'aller tester sur le terrain à quel point la Charte de la langue française est respectée en envoyant une anglophone unilingue se chercher un emploi dans le service à la clientèle. Donc, ça a donné la première enquête, en fait, qu'on a commencé vers le début novembre l'année dernière. Sorry, I don't speak French. Et la question, en fait, qu'on se posait, c'est si le droit d'être accueilli et servi en anglais était, plus ou moins respecté, généralisé à Montréal, particulièrement au centre-ville. Je pense en raison de la valeur symbolique et aussi parce que c'est un endroit où on va beaucoup, où il y a énormément de commerce. Ça, c'est la première étape. Je vais vous présenter la première enquête et ensuite je vais passer à la deuxième. Mais tout d'abord, le lien entre les deux, c'est que, après l'apparition, vous l'avez mentionné, il y a eu toutes sortes de critiques, notamment qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, qu'on l'avait fait dans le temps des fêtes, alors qu'il y a beaucoup d'achalandage, les commerces cherchent des employés. Il y a aussi eu des commentaires par rapport à la personne qui avait fait que n'importe qui se présente et est relativement sympathique, on va l'engager pour la vente. Et j'ai eu, moi, beaucoup de lecteurs et de commentaires à l'effet qu'une francophone ou un francophone unilingue n'aurait pas été aussi bien accueilli, n'aurait pas eu aussi facile, disons, en faisant la même expérience. Donc, à l'été, en période aussi, juste avant la rentrée, quand les étudiants retournent à l'école et on cherche beaucoup d'employés dans les commerces, on a refait l'expérience cet été, donc en juillet et août. Ce qui a donné, en fait, la deuxième enquête, elle est différente dans le sens que, comme à ce moment-là, c'était une unilingue francophone, on ne cherchait pas à voir si c'était possible d'être servi en français, mais plutôt si c'était possible d'être embauché et de travailler en français. Donc, on s'intéressait plutôt à la langue de travail plutôt que la langue de service.
Pour la méthodologie, je le répète, c'est une enquête journalistique, donc on partait d'une intuition en fait. Et puis la façon de le tester, c'est comme quand on va couvrir un sujet, on se demande si le tuyau coule vraiment dans la rue, on va sur place et on va voir, si on veut, on pose des questions. Donc c'est le même processus dans ce cas-ci, c'est vraiment de l'expérimentation, si on veut, et de l'observation quand même sur une assez longue période de temps. Ça ici, c'est la méthodologie pour la première enquête. Donc, en fait, j'ai vraiment incarné une anglophone unilingue. Mon patron m'a dit, vas-y, fais comme si tu cherchais vraiment une job, puis tu avais vraiment besoin de travailler. La méthode est assez simple, en fait. On a produit un CV qui était assez rudimentaire, uniquement en anglais, qui indiquait comme langue l'anglais et some French, donc un peu de... En fait, on pourrait dire un peu de français, on pourrait traduire par un peu de français. Pour ce qui est de l'expérience, il y avait de l'expérience au niveau de la vente et au niveau du service, donc pour cibler vraiment des emplois de service à la clientèle. L'éducation, c'est un secondaire 5. Donc, c'était un CV qui n'était pas génial, si on veut, surtout que la situation était que la personne n'avait pas d'expérience récente parce qu'on ne voulait pas donner de référence. Pour vraiment montrer que c'était facile, parce que si ça n'avait pas été facile, je pense qu'on n'aurait pas continué. Donc, on voulait juste tester, voir si ce serait évident et facile d'être engagé. Donc, avec ce CV-là, on n'a pas ciblé si on veut, des compagnies en particulier, ni des... si on a ciblé quelque chose, c'est vraiment les quartiers. Donc, on a mis l'emphase sur le centre-ville. Et il y a d'autres endroits aussi où je suis allée par la suite, mais au départ, c'était vraiment le centre-ville. Et vraiment, je me suis promenée et j'entrais dans un commerce ou dans l'autre, vraiment de façon aléatoire, que le nom du commerce soit en français ou en anglais, qu'en entrant, on m'appelait en français ou en anglais, qu'il y ait une affiche qui disait cherche employé bilingue ou non. Donc, vraiment, et les sortes de commerces, c'était, bon, il y avait des restaurants, il y avait toutes sortes de commerces de détail, dépanneurs, pharmacies, commerces de vêtements, de toutes sortes dans toutes sortes de domaines, de toutes sortes de tailles aussi. Donc, pour ce qui est de la charte, il y avait évidemment des commerces qui avaient moins de 50 employés, mais il y en avait aussi qui en avaient plus, et il y avait aussi des bannières. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils tombent sous la juridiction de la charte pour ce qui est de la langue de travail. Donc, ça a duré en tout, c'est ça, 7 semaines, de novembre 2007, c'est ça, à janvier 2008. Et puis, 70% des commerces où j'ai cogné étaient au centre-ville. Il y en avait aussi dans l'ouest, sur la rive sud et sur le plateau Mont-Royal. Donc, là, je vous ai parlé du processus pour chercher un emploi. La deuxième étape, c'était évidemment d'occuper les emplois où j'ai pu être embauchée comme anglophone unilingue. Il y avait plusieurs buts à ça. En fait, c'était à la fois de voir au niveau du processus d'embauche, c'était de voir quelles questions étaient posées, si on me demandait pour la langue, si c'était important et tout ça. Mais une fois engagée, une fois sur le plancher, c'était aussi important de voir si j'allais pouvoir continuer à travailler, parce qu'on aurait pu m'embaucher, me garder 1 heure et voir que ça fonctionnait pas du tout, ou que je fâchais les clients et me renvoyer ou me mettre à l'arrière-boutique. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est que je devais être là assez longtemps pour vraiment voir comment ça se passait et me demander si j'aurais pu, en fait c'est ça, si je pouvais rester là et travailler et que ce soit confortable. Donc en général, c'est 2 à 4 quarts de travail. Je pense qu'il y a un endroit où ça a été un quart de travail, là, le tout premier commerce où j'avais travaillé, mais sinon c'était 2 à 4 quarts de travail. Assez long, là, souvent des journées complètes, donc ça donnait une bonne idée de comment ça se passait au niveau du patron, des collègues et des clients. Donc, voici les résultats. En fait, c'est l'enquête en chiffres qu'on avait publiée dans le journal qui donne un aperçu du nombre de commerces approchés. J'ai dit une centaine, c'est 97. Le nombre qui ont demandé, lorsque je me présentais ou en entrevue, si je parlais français ou non. Donc, c'est ça, il y en a 53 qui l'ont demandé.
et 34 qui l'ont pas demandé. Moi, je trouvais que ça, c'était intéressant parce qu'il y a seulement la moitié qui m'ont même demandé si je parlais français quand je me présentais pour travailler. Je trouvais que ça, c'était quand même notable. Il y a évidemment le formulaire, c'est plus anonyme, mais dans les grandes surfaces, souvent, c'était par un formulaire. Il y a seulement 8 refus. 55 qui étaient prêts à embaucher. Juste pour expliquer ce chiffre-là, c'est tous les endroits où l'accueil était favorable, où on me disait qu'on allait me rappeler. C'était pas juste neutre, c'était vraiment favorable. Ça allait bien, et puis je sentais qu'il y avait des... c'était potentiel en fait. Il y avait pas de... Ça les heurtait pas que je leur parle uniquement en anglais. Parce qu'en me présentant, je l'ai peut-être pas expliqué, là, mais vraiment, je parlais juste anglais. Je disais pas bonjour du tout. Qu'on me parle en français ou en anglais. Par contre, j'ai pas noté si les gens m'accueillaient en français ou en anglais pour la première enquête. Donc, je leur parlais juste en anglais au point où ça pouvait, à la limite, devenir insultant. La même chose en entrevue, même si on essayait de changer de langue. Et j'acceptais pas si on me demandait juste d'essayer ou de dire quelques mots. Là, je dis, je peux vraiment pas, je suis gênée, j'ai pas les connaissances. Donc, un peu par rapport au constat, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était facile d'être embauché là, comme une langue anglophone. La première journée sur les 97, j'avais donné 32 CV. J'ai eu tout de suite 2 emplois et j'avais 3 entrevues le lendemain qui m'ont aussi donné, au bout du compte, ça a été positif. J'ai eu tous ces emplois-là. C'est ça. Aussi, par rapport aux 55 qui étaient prêts à embaucher, c'était vraiment plus que la moitié. Donc, comme expérience, en étant sur le terrain puis en cognant à la porte, c'était assez positif. Je n'étais pas inconfortable de me promener comme anglophone unilingue et demander à travailler dans le service à la clientèle. Il y avait très peu de refus, mais je veux juste mentionner qu'il y avait quand même plus de petites surfaces où j'ai finalement été embauchée et où j'ai travaillé. La majorité, c'était des petits commerces ou des bannières et non pas des grandes surfaces. J'ai eu des refus ou des processus d'emploi qui n'ont pas pu être complétés dans des plus grandes surfaces parce que, bon, c'est plus long, il y a plus de formulaires à remplir, deuxième entrevue, etc. Dans les processus d'embauche, dans les entrevues, il y a seulement un employeur qui m'a mentionné la loi 101 comme étant quelque chose qui pouvait peut-être nuire à mon embauche. Il m'a embauché quand même, finalement, mais il l'a mentionné. Je vais vous le raconter un peu plus tard, mais ça s'est assez mal passé dans ce commerce-là. C'est la seule mauvaise expérience, si on veut, que j'ai eue. Par rapport aux résultats encore, en travaillant dans les commerces, il y a certains constats que j'ai faits, notamment qu'il y avait plusieurs décisions que les employeurs prenaient une fois qu'ils m'avaient engagé comme anglophone unilingue qui ne garantissaient pas nécessairement que les clients qui entraient dans le commerce étaient servis en français. Parmi ça, il y avait, bon, c'est sûr que c'était pas important au niveau de l'embauche, c'est un point, mais ensuite, au niveau de la formation, c'était souvent en anglais, à la fois les papiers, tous les formulaires qui viennent de la maison mère, mais on m'offrait la formation, on demandait à des employés bilingues ou anglophones de me former. On s'arrangeait pour que je fasse ma formation quand il y avait des employés bilingues, donc pour ne pas me mettre en situation où j'étais obligée d'être formée en français. Ensuite, j'avais pas d'instruction, par exemple, de dire juste bonjour au moins en français. C'est 8 sur 15 où on m'a pas demandé ça, puis j'ai fait quand même 2, 3 jours, 4 jours, là. Donc on m'a même pas demandé de dire bonjour ou de dire merci à la fin en français. Il y avait aucun mot qui était exigé. Dans les autres, on me demandait ça, c'était un minimum, là, que souvent c'était pas la première heure, mais après quelques temps, on demandait que je fasse un petit effort, si on veut. Ça, pour ce qui est de, par exemple, la caisse, parce que souvent, je vais juste le répéter, j'ai été caissière, vendeuse et puis serveuse. C'est les emplois que j'ai occupés dans le service à la clientèle. Au niveau de la caisse, les logiciels, j'en ai pas eu qui étaient juste en français. Donc, je me suis pas heurtée à un logiciel de caisse que je pouvais pas utiliser ou que je devais feindre d'avoir de la difficulté à utiliser parce qu'il était uniquement en français.
c'est ça, j'ai dit qu'il y avait un endroit où il y avait mentionné la loi 101 lors de l'embauche. À ce même endroit-là, en fait, c'est le seul sur les 15 où, après avoir constaté une journée que je travaillais juste en anglais, ils ont décidé de me retirer du plancher la deuxième journée. Ils m'ont pas averti, mais je suis arrivée puis ils m'ont envoyé dans l'arrière-boutique. Et il y avait quand même un certain degré d'hostilité dans ce commerce-là. Disons qu'il y avait plusieurs employés. Et puis juste pour l'anecdote, en fait, c'était plusieurs allophones, dont une hispanophone gérante qui était qui trouvait que le français était très, très important, qui était très insultée, parce que c'était un superviseur régional qui m'avait embauché, qui était très insulté, qui m'a embauché alors que je parlais pas français. Donc, au sein, en fait, de l'équipe, j'étais très, très mal accueillie. Et puis, en étant dans l'arrière-boutique, j'étais aussi avec des anglophones qui avaient été mis là, eux aussi, là, de la même façon. Il y a aussi un autre point, c'est qu'en travaillant, on peut se dire, bon, le service doit être offert en français, il y a une anglophone, elle va apprendre, c'est souvent ce que disaient les employeurs. Il aurait pu à ce moment-là faire le choix de ne pas me laisser seule dans le commerce ou de me laisser seulement accompagnée d'autres employés qui parlaient français et pourraient offrir le service en français le cas advenant que quelqu'un le réclame. Dans 7 sur 15 où j'ai travaillé, ils m'ont laissé, puis très rapidement, là, pas après 2 mois de travail, là, toute seule sur le plancher et parfois accompagnée de 1 ou 2 ou 3 autres employés qui ne parlaient pas non plus français. Donc, pendant des périodes de temps, souvent en heures, là, pas en minutes, il n'y avait personne sur le plancher qui pouvait offrir le service en français. Ce qui va un peu avec ça, c'est que dans 14 endroits sur 15, parce que j'ai eu le temps de jaser, de poser des questions, j'étais pas la première anglophone qui engageait, qui parlait pas français. C'était ou bien il y avait des employés sur place, ou bien il y en avait déjà eu, ou même les patrons me disaient, moi quand j'ai commencé, je parlais un mot, 2 mots, et puis c'est pas grave, faites-en pas avec ça. Ça, j'ai écrit acceptable. Sur les 15 endroits, il y a 4 commerces qui m'ont dit avoir reçu des plaintes parce que je servais juste en anglais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en ont reçu et puis qui m'en ont pas parlé, mais il y en a 4 et comme là-dessus, il y en a un seul qui a jugé que c'était bon de me placer à l'arrière-boutique. Pour les autres, c'était pas, ça empêchait pas que je puisse continuer à travailler. Puis on m'offrait vraiment de continuer, d'avoir un horaire à temps plein, des conditions. C'était pas temporaire pour une journée ou 2. Il y a un autre cas, en fait, j'ai travaillé à Westmount, c'est un 16e emploi qui ne compte pas dans les 15. On a décidé de le faire. La patronne, par contre, m'exigeait, c'est une épicerie sur l'avenue Green, m'exigeait de servir juste en français. Les clients à la caisse, elle voulait vraiment, vraiment m'embaucher, mais elle a insisté pour que je dise tous les mots. Il ne fallait pas que je dise de mots en anglais. On l'a fait pour voir comment ça se passerait, en fait, parce que c'est la patronne qui était la plus stricte. Si j'avais refusé, j'aurais pas eu cet emploi-là. Et puis, on a fait cette expérience-là, mais on trouvait ça particulier, en fait, que ce soit à Westmount où on ait cette exigence-là, alors que j'ai travaillé sur le plateau, même sur la Rive-Sud, au centre-ville, sans qu'on insiste à ce point-là. OK. Donc, en conclusion, par rapport à la première enquête, donc, malgré la charte qui, en fait, garantit tout de même le droit d'être servi, d'être accueilli en français, ce que j'ai constaté, c'est que c'était très facile comme une langue anglophone qui est incapable d'offrir ce service-là, d'être en effet embauché pour servir des clients. Et même en le faisant, il y a plusieurs endroits où j'aurais été confortable de rester, où c'était très sympathique, où l'équipe était sympathique, puis je me serais pas sentie obligée d'apprendre très très rapidement le français là, si j'étais restée là. Il y avait d'autres collègues qui d'ailleurs y étaient et ne l'avaient pas appris. À la fois les patrons, et pas seulement des patrons anglophones, il y avait des patrons francophones qui étaient très très compréhensifs du fait que je parle pas français, qui me permettaient, en fait, qui traduisaient les documents pour moi, qui les faisaient traduire par d'autres employés. Et j'ai pas, c'est ça, à part dans l'unique endroit dont je vous ai mentionné, j'ai pas eu l'impression d'être vue comme un phénomène ou quelqu'un qui était un peu borné ou plus ou moins inacceptable dans ses connaissances des langues. J'étais bien accueillie, si on veut.
Donc, j'en tire un peu comme conclusion que pour plusieurs, le français n'était pas perçu comme absolument essentiel là, dans leur commerce au centre-ville. Je vais parler un peu des clients. En fait, j'ai essayé de tirer des pourcentages de l'expérience que j'avais avec les clients. J'en ai servi probablement des milliers. C'était le temps des fêtes, c'est très, très achalandé, des centaines par jour. Ce que j'ai pu chiffrer, en fait, c'est que c'était même pas une fois par jour où j'avais une mauvaise expérience d'un client qui refusait vraiment d'être servi ou qui montrait fortement qu'il était mécontent ou qui sortait du commerce. Donc, en général, il était très conciliant. Ça se passait très, très, très bien. Je l'ai estimé à 80% qui était compréhensif. Donc, qui hochait la tête, qui était, c'est ça, où ça se passait bien, souriant et tout ça. Puis 20% qui montraient un certain mécontentement, donc un peu de grognement. Je voyais que je leur faisais pas plaisir, là, mais il y a quand même 70%, je pense que je l'ai chiffré. Ça reste subjectif, là, c'est vraiment des impressions. À la fin de chaque journée, à la fin de chaque heure de travail, je prenais des notes là-dessus, là, mais ça reste une impression. J'ai eu l'impression qu'en fait, à peu près les 3/4 changeaient de langue, puis venaient parler en anglais avec moi, là, acceptaient de finir la transaction. De toute façon, c'était impossible de le faire autrement. Moi, je leur parlais en anglais, ils parlaient en français, je faisais des signes, et puis là, j'essayais, ils pointaient. Donc, à la fin, ils finissaient par changer, puis par me parler en anglais. Il y a ensuite les explications des employeurs, parce qu'après l'enquête, on les a tous rappelés pour qu'ils nous expliquent pourquoi, en fait, ils avaient accepté, vu la charte et tout ça, d'accepter une langue anglophone. Leurs explications, je les ai résumées en quelques points. Mais la première, je pense que celle qui était la plus importante, c'est que les clients étaient compréhensifs, que ça ne posait pas un énorme problème, que je ne puisse pas parler français. Et les quelques-uns qui chialaient, si on veut, étaient un peu perçus comme des chialeux. Le cas qui est extrême, qui va piquer une crise, ou qui va... C'était vraiment une petite minorité. Il y a un patron qui m'a dit « on prend une chance », qui en est pas, ou qui en est pas trop, tu tombes pas sur lui. Il y a aussi, quand c'était un peu plus haut dans l'entreprise et quand j'avais des directeurs régionaux, la Maison Mère qui m'appelaient, là, c'était plutôt, on est une entreprise internationale, les employés peuvent être amenés à changer de localité, de pays, mais c'est sûr que comme c'est tous des emplois pas mal au salaire minimum, là, du vendage, je suis pas certaine qu'ils m'auraient vraiment muté au Japon pour vendre des souliers, mais bon. Il y a bien sûr la clientèle anglophone importante au centre-ville qui était souvent mentionnée, et les touristes. Les touristes viennent ici, ils ne peuvent pas parler français. Ça, c'était vraiment une raison importante. C'est sûr que c'était encore une fois dans le temps des fêtes, c'était pas l'été. J'imagine qu'il y a des touristes aussi, mais ça, c'était une des raisons. Il y avait aussi la pénurie de main-d'œuvre, que c'est dur de trouver des employés. On embauche un peu n'importe qui, les anglophones. Il y avait aussi la notion avec ça de ne pas discriminer. Donc, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais qui sont travaillants, qui sont compétents. Et puis, il y en a même une qui me disait que c'était dommage, que même après l'enquête, c'est dommage qu'elle ne puisse pas engager tous ces gens-là qui comme moi, ne parlaient pas français, mais qui sont des bonnes personnes travaillantes. Je pense que là-dessus, il y a aussi l'idée d'intégrer souvent des nouveaux arrivants, en fait, qui ne parlent pas le français. Et les employeurs sont assez... tolérant là-dessus, en tout cas dans les endroits où j'ai travaillé, il y avait beaucoup de ça. Les autres anglophones unilingues, il y avait des anglophones là, du Québec, mais il y avait beaucoup d'immigrants qui parlaient pas le français et qui étaient embauchés quand même. T'sais. On m'a dit, lui a été embauché, il parlait ni français ni anglais, puis maintenant, ça fait 10 ans, c'est un bon vendeur, tout ça. Donc, il y a ces expériences-là. Il y a des gens qui intègrent beaucoup d'employés qui parlent pas français, entre autres parce qu'ils viennent d'arriver. Puis enfin, il y avait aussi que le fait que la langue n'est pas le premier critère, là, c'est lié aussi, mais qu'ils vont considérer d'autres facettes de la personnalité avant de considérer la langue, parce que la langue est une chose qui s'apprend et qui peut se développer avec le temps. Les employeurs et les employés peuvent toujours s'adapter. Donc, ce qui mène à la seconde enquête, comme je l'ai dit, c'est un peu une suite,
bon, tout de même différent parce que pour moi, l'essentiel là-dedans, c'était d'aller tester ce que les lecteurs me disaient, qui était que en faisant l'expérience, en essayant de travailler, souvent c'est dans les centres d'appel, dans d'autres types de commerce, mais aussi dans le détail, ils se sentaient un peu discriminés parce qu'eux ne parlaient pas français. Donc, non, je ne parlais pas anglais, je suis désolée. Donc, c'est ça, c'était d'aller voir si, comme francophone unilingue, je serais aussi bien ou moins bien accueillie que comme anglophone unilingue. Donc, voulant un peu répéter l'expérience en sens inverse, on a fait le plus possible comme la première enquête. Pour ce qui est de la méthodologie, c'est vraiment la même chose. La différence étant, bon, il y avait une différence de nom, tout ça, pour pouvoir passer incognito sensiblement dans les mêmes endroits. Et puis j'avais coupé mes cheveux, mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de différence. L'expérience sur le CV était la même niveau d'éducation, à peu près la même histoire. C'est encore une centaine de commerces situés dans les mêmes endroits. C'est 101 plutôt 97. Là, on n'est pas allé au nom de pile, choisi encore une fois au hasard. C'est pas mal une liste différente que la première, mais il y a certains endroits qui se répètent, comme les grandes surfaces. Entre autres, le Labé, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc, ça s'est fait cet été, donc de juillet à août 2008. C'est environ 6 semaines, un peu moins de temps parce qu'il n'y avait pas le temps en fait de travailler, les quarts de travail dans toutes les places, et j'ai pas fait ça exclusivement. Ça donnait à peu près le même temps de réponse pour les employeurs. Encore une fois, c'est 70% au centre-ville, donc 71 sur 101. Il y en avait cette fois-ci aussi sur la rive sud, sur le plateau Mont-Royal, au Vieux-Montréal et dans l'ouest de l'île. Ce qui a été différent aussi, c'est ça, c'est que j'ai pas travaillé les quarts de travail. Le but, c'était vraiment d'examiner le processus d'embauche, la possibilité de travailler en français. J'ai fait en fait, j'ai travaillé dans un seul emploi et c'était à Fairview-Pointe-Claire pour voir si, en fait, le cas inverse, comment les clients anglophones majoritairement réagiraient à une employée qui s'adresse à eux uniquement en français. Je l'expliquerai un peu plus tard. Et cette fois-ci, j'ai noté la langue d'accueil parce que c'est une question qui m'avait été posée tant qu'elle cognait à une centaine de portes, aussi bien voir si on me répondait en français ou en anglais. Juste une précision par rapport, je parle à la langue de travail, c'est sûr qu'il y a un audit en fait qui se fait pour moi en comparant les résultats des deux enquêtes, parce que si en fait c'est plus facile d'être engagé comme anglophone unilingue que comme francophone unilingue, forcément ça a un impact qui se retrouve sur le plancher et si le service est offert en français ou en anglais, donc il y a quand même un certain lien là avec le service. C'est les résultats des deux enquêtes. Qui était prêt à m'embaucher en français qu'en anglais. Je pense que dans ce cas-ci, ça parle. Et puis pour le nombre d'emplois, 18-22, ça m'apparaît assez semblable. C'est ça, évidemment, sensiblement les mêmes quartiers. Il y a juste le Vieux-Montréal qui a été ajouté la deuxième fois. Avec le nombre de refus qui a été plus important, l'expérience aussi comme francophone unilingue a été pas mal moins agréable parce que 20 refus, il y en a 7 là-dessus qui étaient en entrevue. J'avais jamais fait une entrevue comme anglophone unilingue et où j'avais pas obtenu l'emploi à la fin de l'entrevue. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, comme francophone, je pense que ça a été là la surprise, parce que sinon, c'était sensiblement pareil. Mais quand je me suis retrouvée à la fin de l'entrevue, à me faire dire, ben, ton CV est bon, t'as tout ce qu'il faut, sympathique, tout ça. Mais je suis désolée, il faut absolument un anglophone, c'est comme ça. Puis c'était au centre-ville, j'étais pas dans l'ouest de l'île du tout. On a commencé encore une fois par le centre-ville. Donc, cette expérience-là, en me mettant, si on veut, dans les souliers, dans la peau de quelqu'un qui cherche vraiment un emploi qui est unilingue, c'était pas mal moins agréable là, comme francophone que comme anglophone. Et il y a aussi ce que ça soulève pour moi, c'est que le bilinguisme était vraiment un critère d'embauche. C'est dans leur liste d'épicerie de ce qu'ils cherchaient dans les candidats, c'était évident que le bilinguisme était là, faisait partie de ce qui exigeait systématiquement en fait pour les employeurs qui m'ont refusé.
Il y a, c'est ça, en plus des 20, je chiffrais à peu près entre 7 et 10 les endroits où j'étais à peu près certaine en sortant que j'aurais pas l'emploi, que je serais pas rappelée et que c'était en raison de la langue. On m'a dit toutes sortes de choses. Ah ben, vous savez, on peut pas l'exiger, il y a la charte et tout ça. Là, j'ai entendu beaucoup parler de la charte. Quand je l'ai fait comme francophone unilingue, on l'a soulevé beaucoup. Parce que, ben, parlez-vous anglais? Non, ben, est-ce que c'est un problème? Parce que leur face changeait. Tout d'un coup, ils étaient beaucoup moins enthousiasmés par ma candidature. Et puis, ça reste subjectif, mais ensuite, ils me disaient non, non, c'est correct, on peut pas l'exiger. De toute façon, on est au Québec, il y a la charte, tout ça. Évidemment, j'avais pas d'appel par la suite et c'est, il me semble que c'est 7 ou 10, là, en plus des 20 où j'ai eu clairement cette impression-là. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont probablement pas dit, là, mais il y a ceux-là où ça semblait poser quand même un problème substantiel. Par rapport au nombre d'emplois, sur les, je pense que c'est 8 endroits où je suis allée appliquer sur la Rive-Sud et j'ai eu des emplois partout. Donc, il y a une bonne portion des emplois obtenus là, sur les 18 qui étaient sur la Rive-Sud. Ça augmente, si on veut, le nombre d'emplois que j'ai obtenus parce que sinon, ça aurait été quand même beaucoup plus faible. C'est sûr que c'est pas un grand nombre de commerces, mais pour moi, c'est quand même représentatif d'avoir eu qu'il y a un si grand pourcentage en fait des 18 emplois qui se soient trouvés sur la Rive-Sud et non sur l'île de Montréal. Un point positif peut-être, c'est que sur les 18, il y a 5 endroits qui m'offraient tout de suite un poste de responsabilité. Donc, assistante gérante ou 3e clé, ce que j'avais pas noté la première fois. Donc, en fait, c'est ça. Il semble qu'en me promenant comme francophone, c'est sûr qu'il y en avait plusieurs sur la Rive-Sud, mais pas exclusivement. Entre autres, un endroit dans l'ouest de l'île qui m'offrait un poste d'assistante gérante en commençant, alors que je parlais pas un mot d'anglais. C'est quand même assez étonnant. Pour ce qui est de l'accueil, c'est environ un endroit sur 3 où j'étais accueillie en anglais. 36 sur 101, je l'ai défini, moi, être accueillie en anglais comme étant la première, la langue avec laquelle on s'adressait à moi en premier, avant ou après que j'ai dit bonjour en français. Là. Donc, la langue que je recevais en premier, j'ai pas noté ensuite s'il était capable ou non de changer, mais en général, on pouvait me répondre en français. Il y a seulement 3 endroits que j'ai pas pu compter dans les 101 où j'ai pas pu appliquer simplement parce qu'on me comprenait pas. Il y avait personne dans le commerce qui me comprenait non plus, donc je pouvais pas postuler pour un emploi. Sur les 20 refus, il y a 6 endroits où le refus était en fait parce que le patron ou les employés, la gérante, étaient anglophones. Ou bien ils parlaient juste anglais, donc ils ne me comprendraient pas, donc ils ne voulaient pas m'embaucher. Ou bien c'était la langue dominante dans le lieu de travail et il n'y avait pas envie, si on veut, de s'encombrer de quelqu'un qui ne pourrait pas en fait travailler dans la même langue. Puis on me le disait directement, là, les 6 endroits, c'est des endroits où on m'a dit que c'était ça la raison. D'autres constats sur la deuxième enquête. Sur les 18, il y a quand même 2 emplois qui étaient dans l'ouest de l'île. J'ai appliqué là à peine une dizaine d'endroits, je pense 7 ou 8. Donc le taux de succès était quand même plus élevé. Il me semble qu'au centre-ville, ça s'est assez bien passé dans l'ouest de l'île, ce qui est étonnant. Et quand j'ai travaillé, en fait, j'ai travaillé à un endroit pendant il me semble que c'est 3 jours. Ce que j'ai constaté un peu comme la première fois, c'est que les clients étaient tolérants. Il n'y a pas eu de plainte du tout quand j'étais là. La plupart changeaient de langue aussi, au moins pour me saluer en français à la fin. J'ai aussi eu l'impression, ça devient un peu plus subjectif, j'analyse un peu les résultats que j'ai eus, mais que l'unilinguisme français était plus mal vu que l'unilinguisme en anglais, en fait, ce que j'avais fait la première fois. L'accueil que j'ai reçu à l'endroit où j'ai travaillé de la part des autres employés, la patronne était francophone puis elle y tenait là, à ce que je travaille là, mais les autres employés étaient plus mitigés. En me promenant, quand j'appliquais, le fait que je dise que j'avoue que je parlais pas anglais,
on me regardait un peu de haut, si on veut. Là. Ça allait pas de soi que je parle pas anglais et que ce soit normal. On m'a dit, ben voyons, t'as pas eu de cours. Ça allait plutôt de soi que tout le monde, de toute façon, est bilingue. Donc, que moi, je le sois pas, c'était vraiment pas à mon avantage, en tout cas. Oui, c'est ça, le bilinguisme dans les grandes surfaces, c'est ça, j'ai appliqué dans quelques endroits. Il y a l'exemple du Labé qui est marquant parce que j'ai été refusée la première fois comme unilingue anglophone parce que je devais parler français. J'ai été aussi refusée la seconde fois comme unilingue francophone parce que je devais parler anglais. Cette fois-ci, on m'a finalement, c'est la même supérieure qui m'a pas reconnue, j'ai été chanceuse, mais qui m'a refusé les 2 fois. Donc, parce que la première fois, on s'était dit un peu dans la salle des nouvelles que les grandes entreprises semblent avoir vraiment appris leur leçon. On est loin des madames de chez Eaton et tout ça. Et puis la deuxième fois, j'ai été refusée comme francophone unilingue. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est ça ou c'est plutôt qu'ils veulent des employés bilingues. Puis de toute façon, ils offrent des conditions un peu meilleures. Donc, j'imagine qu'ils réussissent à trouver là, des employés qui sont bilingues. On me l'a dit gentiment. J'ai eu un très très long message qui faisait beaucoup de détours pour me dire que dans le fond, il me refusait pour que je sois plus confortable à servir des clients francophones ailleurs plutôt qu'aux centres-villes. En gros, les raisons que les employeurs m'ont données pour me refuser un emploi comme francophone unilingue, c'est surtout le respect de la clientèle anglophone, qu'il y avait une bonne clientèle anglophone et qu'il fallait être capable de les servir dans leur langue. Souvent, en fait, c'était la moitié de ma clientèle est anglophone. Il me faut absolument quelqu'un qui parle anglais. Et ensuite, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, c'était vraiment que la langue de travail à cet endroit-là était l'anglais et que ce serait plus facile pour la communication si la personne était capable de travailler en anglais. Pour ce qui est de l'embauche, presque partout, il y avait un petit moment où on me disait que la langue française était importante, qu'ici on est au Québec, c'est pas une raison de refuser un emploi, que quelqu'un parle pas anglais. On mentionnait la charte. Donc, les gens qui prenaient la décision comme employeur de m'engager comme francophone unilingue faisaient presque je ne m'aimerais pas, mais un statement politique. Il semblait vouloir vraiment protéger, si on veut, le français. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vais vous laisser me poser des questions si on a le temps. Bon, c'est sûr que je le répète, mais c'est pas scientifique, là, c'est 200 commerces à peu près en tout, juste 100 dans chacun des cas, et c'est beaucoup d'observations. C'est sûr que j'ai noté à chaque fois, après quelques heures, en sortant des commerces, en sortant de chacun quand j'allais engager, et que j'ai tout compilé ça, mais ça reste une enquête journalistique. Par contre, pour ce qui est du choix des commerces, là, c'est quand même important pour moi. J'ai vraiment fait attention de ne pas choisir des commerces, par exemple, avec un nom anglophone quand je me présentais comme francophone et vice-versa dans les 2 cas. Donc, j'ai vraiment fait des commerces très, très francophones, comme francophones et comme anglophones, et le contraire est vrai aussi. Et des fois, j'ai été engagée à des endroits où je ne me serais jamais attendue à pouvoir être engagée, là, en raison du nom du commerce, du lieu et de la langue avec laquelle je me présentais. J'en tire un peu comme conclusion que le respect ou l'application de la charte dans les faits au quotidien, quand les gens entrent dans un commerce, quand les gens veulent travailler dans ces petits emplois-là, va vraiment pas de soi, à la fois pour l'accueil, pour le service et pour la langue de travail, la possibilité d'être embauché dans une langue. Et aussi, ce que j'ai oublié tantôt un peu, c'est que même dans les endroits où on m'engageait comme francophone unilingue, on me dit à plusieurs reprises que j'aurais juste à lire et répondre aux courriels de la maison mère en anglais, parce qu'ils sont tous à Toronto et que le matériel n'est pas traduit. Même chose un peu pour tous les livres avec les techniques de vente, techniques d'approche. C'est pas nécessairement disponible en français, même quand les employeurs s'en plaignaient un peu. Là. Il y en a, je
pourrais peut-être pas le chiffrer, mais au moins 3-4 la deuxième fois qui m'ont fait mention de ça, que j'aurais juste à faire avec du matériel, mais qui m'aiderait parce que le matériel n'était pas tout disponible en français. Oui, c'est ça. Je parle de la langue commune parce que j'ai vraiment senti la première fois que l'anglais était très confortable comme langue commune entre les employés, souvent de plusieurs origines différentes. Il y avait des francophones, mais il y avait beaucoup de gens provenant de... En fait, je les appellerais peut-être allophones, là, provenant de l'immigration. Je ne sais pas si c'était récent ou non. C'est sûr que j'ai pas travaillé la deuxième fois en français, donc je peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est sûr que j'ai eu l'impression que l'anglais était dans tous ces endroits-là commun aux employés et confortable comme langue de travail. Je me suis demandé, mais c'est une question que je me pose, si j'avais eu plus de facilité comme anglophone unilingue, parce qu'il y a une certaine habitude d'accepter des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui ne parlent pas le français parce qu'ils viennent d'arriver. Donc, une anglophone unilingue ou une allophone de plus ou de moins, ben, elle va apprendre et puis on va s'adapter, on va être tolérant. Alors que comme francophone, j'étais peut-être plus rare comme étant en tant que francophone qui ne parle pas du tout anglais. Ça, par rapport au choix des commerçants d'embaucher ou non, j'ai eu l'impression qu'il y avait souvent dans leurs réponses qu'ils me donnaient, dans leurs explications par la suite, il y avait une tension entre les impératifs de leur commerce, trouver rapidement des employés qui sont disponibles, qui sont sympathiques, ne pas fâcher le client et quand même respecter plus ou moins la loi. La loi venait souvent pas en premier, en tout cas dans le cas de la première enquête. Ensuite, il y a l'attitude des clients et l'importance que ça jouait dans le choix que semblaient faire ces employeurs-là de m'engager ou non, parce que c'était une raison assez importante ou bien de me donner un emploi en disant que les clients s'en accommoderaient, ou bien de ne pas m'en donner parce qu'ils ne voulaient pas s'attirer les foudres de leur clientèle. Donc, je vais conclure avec ça et simplement le fait que, en gros, la seconde fois, ça a été une expérience vraiment moins agréable. Et si j'avais à être une francophone unilingue qui cherchait ce type d'emploi-là, c'est certain que là, je le faisais pour une enquête, mais j'aurais pu me décourager beaucoup plus facilement que la première fois. J'ai pas eu d'emploi la première journée. J'ai eu en premier un refus, la deuxième. Ensuite, j'ai eu des retours d'appel et j'ai eu des emplois finalement à peu près le même nombre, là. Mais c'était plus décourageant, beaucoup moins agréable comme expérience. Et ensuite, ça là-dessus, j'ouvrirais peut-être parce que c'est sûr que je suis journaliste et donc pas experte. Vous l'êtes plutôt dans la salle, mais je me demandais en fait, et je pense qu'on se demandait tous un peu dans la salle de rédaction, pourquoi c'est comme ça. En fait, comment on peut expliquer que ce soit plus difficile pour une francophone unilingue qu'une anglophone unilingue dans cette situation-là, justement 30 ans après, plus de 30 ans maintenant, après l'adoption de la loi 101, le fait que le français est quand même supposé, on le voit comme la langue commune, et même spécifiquement pour ce qui est du travail et du service, c'est quand même reconnu là, par la Charte. Merci beaucoup. On a 5 minutes encore de questions. Après, on va passer à la pause. Alors, on peut prendre des questions, si vous en avez. C'était clair? Oui, madame? Oui, Josiane Lavallée, historienne. C'est ça, je voulais savoir, parmi vos collègues vendeurs et vendeuses, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne s'adressaient pas du tout en français aux clients? Que, mettons qu'un client disait bonjour, est-ce que je fais une service en français? Vous c'était clair, vous ne le faisiez pas, mais est-ce qu'il y en a beaucoup de vos collègues qui n'étaient pas capables de dire bonjour ou merci? C'était pas la majorité. Il y avait peut-être la moitié des endroits où il y avait des collègues qui n'étaient pas capables. Et il y avait un commerce, entre autres, où c'était tout le monde était anglophone et ils ne voulaient pas servir les clients en français. Si quelqu'un insistait beaucoup, il pouvait donner quelques informations en français dans un français très, très approximatif. Donc, il y en a un qui était vraiment anglophone,
comme ça. Puis si je compte l'ouest de l'île, il y en a 2 autres où c'était très, très, très principalement en anglais. Moi, je félicite pour votre travail. Puis d'abord, je voudrais savoir comment vous avez réagi en fait à la réaction à vos 2 enquêtes, parce qu'il y a comme une controverse que ça a enclenché, puis aussi on a essayé un peu de dévaloriser en fait, cette expérience-là. Comment vous avez vécu les réactions? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que ça m'a étonné? Non. Ben, je savais pas quelles seraient les réactions, mais c'est sûr que pour moi, c'est un sujet assez sensible, si on veut. Personnellement, mon père est de l'Ontario. J'ai étudié en anglais au Québec en raison d'une brèche où, en fait, ma demi-sœur aînée avant moi n'a pas pu étudier en anglais au Québec. Moi, j'ai pu étudier en anglais au Québec. J'ai changé ensuite au cégep et à l'université parce que je veux travailler en français. De toute façon, on a toujours parlé français à la maison. Mais je savais, pour avoir beaucoup d'amis qui sont anglophones, que c'est assez sensible. La réaction de Gazette n'était pas si étonnante que ça. Pour ce qui est de la presse, pour ce qui est de la question de la méthodologie, je dirais que c'est ce qui était peut-être le moins agréable parce que les chiffres avaient étaient dans la première parution, dans la première journée. Je pense qu'on les a pas remis la deuxième et que c'était pas sur Internet. Donc, il n'y avait pas accès aux chiffres globaux et ils ont pris le fait qu'il y avait juste 15 emplois sur 97 comme étant fait que 80% à peu près refusaient la demande d'emploi. C'est sûr que ça, j'ai l'impression que quand on cherche un emploi, on ne s'attend pas, dès qu'on cogne à une porte, d'avoir un travail tout de suite. Et la deuxième enquête, je pense, vient un peu confirmer que ça se passe de la même façon que pour moi. Quand si je me cherche un emploi de vendeuse, je sais comment ça va se passer. Là. Il y a pas un oui automatique partout. Donc, je pense que la question de la méthodologie, ça nous a un peu... il y avait moi, mais il n'y avait pas juste moi, surtout que j'étais très, très prise dans l'écriture des autres jours. Il y avait aussi tous les patrons et tout ça, les éditorialistes. Je pense que ça, c'est important pour nous de redonner les détails et de rectifier, parce que je pense que en relatant les faits observés, il n'y avait pas de trucage là, au niveau des résultats par rapport aux chiffres, et je pense que l'impression que j'ai eue pendant 2 mois d'avoir été bien accueillie est assez réaliste par rapport à l'accueil que j'ai obtenu. Une dernière question? Oui, madame. Il y a 4 commerces sur les 15 où on m'a dit avoir reçu des plaintes de clients. Donc, je sais que dans 4 cas, il y a en effet eu des plaintes directement, par contre, aux commerçants, parce que là, avec l'office, je ne l'aurais pas su, ça a été trop long. Là. Ça aurait été, je pense, trop long avec le commerçant le sache et qui m'en informe, moi. Mais il y a au moins 4 sur 15 où il y a des clients qui ont fait savoir aux gérants qui n'étaient pas satisfaits d'avoir été servis là, juste en anglais. Dans les 4 cas, je conservais mon emploi, mais il y a un endroit où on m'a placée à l'arrière-boutique. En invoquant des plaintes, comme il y avait beaucoup de mécontentement parmi les clients, c'est le seul endroit où je suis pas sûre qu'il y ait réellement eu des plaintes contre moi, et si on n'invoquait pas plutôt des plaintes qu'il y avait déjà eu dans le passé par rapport à d'autres employés. C'est le seul endroit où j'ai un doute là-dessus. Mais je considère qu'il y a eu des plaintes parce qu'il y a une dame qui s'est plainte devant moi à l'autre employé, mais pas au patron, dans cet endroit-là spécifique. Là. Mais dans les 3 autres, les employeurs répondaient à ça que c'était pas grave, c'est pas à l'office justement, c'est juste à moi. Il y en a une qui me dit c'est juste à moi, donc ça va, tu sais, c'est juste quelques chialeux, puis essaye, apprends les petits mots, là, puis à la longue, ils vont voir que tu essayes, ça va être correct. Je vais avoir une dernière. La dernière au fond, monsieur. J'avais une question sur le titre de votre reportage, Sorry, I don't speak English. Est-ce que c'était intentionnel, ce livre? Parce que juste quelques mois avant, il y avait le livre de Graham Fraser, qui était dans la Toronto Star, Sorry, I don't speak French. C'était un cri de cœur un peu pour les Anglo, pour apprendre le français. Alors, c'était intentionnel, ce choix de titre, ou c'était juste à hasard?
J'ai vu, c'est ça, j'ai eu connaissance de cet autre titre. Pareil, les titres, j'en suis pas responsable. C'est les patrons et les chefs de pupitre qui s'occupent des titres et souvent, on ne connaît pas le titre avant pratiquement de le voir dans les pages le matin en se levant. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas si, de façon subliminale, ils ont été influencés par ça, mais je pense que ça faisait vraiment référence au fait que tu te rends quelque part et que quelqu'un t'accueille et te dit « Sorry, I don't speak French » pour ne pas être capable de te répondre. J'ai l'impression que c'était plutôt ça, mais je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci.